On la disait excessive, trop grande, trop intense, trop dérangeante. C'est pourquoi quand sa famille décida de s'en débarrasser, ils n'hésitèrent pas. Éléonore fut donnée en guise de punition à un ancien serviteur sous contrat, sous couvert d'une dette honorable. Mais dans cette humble demeure où elle s'attendait au mépris, elle trouva quelque chose qu'elle n'avait jamais connu. Un silence respectueux, une attention sincère, un amour véritable. Et quand la vérité de son passé refit surface, Éléonore dut choisir entre accepter sa place de pénitence ou forger un nouveau destin de ses propres mains. Le grand salon du domaine de Beaumont scintillait d'or et d'arrogance. De lourds rideaux de lin tamisèrent la lumière de l'après-midi, et les invités de l'élite paradaient leurs rires étudiés comme des lames affûtées. En fond sonore, des musiciens jouaient un menuet étouffé, presque inaudible au milieu des murmures malveillants. Éléonore avançait avec prudence, sa robe saphir un peu trop ajustée pour sa silhouette généreuse. À chaque pas, elle sentait des regards peser sur son dos, comme si elle n'appartenait pas à cette scène. Et c'était vrai. Près du grand escalier, un groupe de jeunes hommes chuchotait un peu trop fort pour être involontaire. « Il va vraiment épouser elle ?» ricana l'un d'eux. « Seulement s'il a besoin d'une ancre pour le port. » Des rires éclatèrent. Éléonore se figea. En haut de l'escalier, son père, le sénateur Dubois, observait tout et souriait. Il la fit venir d'un geste sec. Quand elle s'approcha, il déclara simplement « C'est réglé. Tu seras la compagne de Mathieu. Demain. » Éléonore Dubois avait toujours su qu'elle occupait trop de place. Dès l'enfance, elle avait appris à marcher doucement, à s'asseoir les mains jointes sur ses genoux, à ne pas demander une deuxième part de gâteau. Elle grandit dans un manoir où tout était vaste, sauf l'affection. Sa mère était morte jeune, et son père, le sénateur Dubois, semblait plus à l'aise au Sénat qu'aux côtés de sa propre fille. On la qualifiait de sensible, avec dédain, comme si ressentir était une tare. Quand Éléonore pleurait, on disait que c'était du cinéma. Quand elle souriait, on disait qu'elle feignait, et quand elle aimait, personne ne le remarquait. Son corps, cible constante de correction, devint son armure. Les robes serrées, les rubans étouffants dans ses cheveux, les sourires contraints, tout était une tentative de s'adapter. Mais le monde autour d'elle était fait de moules impossibles. Elle rêvait de musique. Elle tenait un journal caché où elle écrivait des vers secrets, de petits poèmes sur l'amour, la liberté et des océans qu'elle n'avait jamais vus. Seul le vieux jardinier l'écoutait vraiment. Il l'appelait Éléonore rayonnante, pour la chaleur qu'elle laissait partout où elle passait. Mais son père, il ne l'appela jamais ainsi. Il préférait la traiter comme un devoir, un obstacle. Le soir du bal, Éléonore savait qu'elle était jugée. L'élite n'était pas là seulement pour danser, mais pour décider si elle servait encore à quelque chose. Et il semblait qu'ils avaient déjà décidé. Le rire des jeunes hommes résonna profondément. Ce n'était pas seulement un embarras. C'était la confirmation de tout ce qu'elle avait toujours craint, qu'elle ne serait jamais désirée, seulement tolérée. Que sa place était en dehors de la table principale, loin des regards qui comptaient. Mais rien ne lui fit plus mal que le regard satisfait de son père. « Tu seras la compagne de Mathieu. » Elle ne comprit pas. Elle crut à une métaphore cruelle. Mais le sénateur était littéral. Le gouvernement récompenserait Mathieu, un ancien serviteur sous contrat qui avait sauvé la vie d'un colonel. Et la récompense, ce serait elle. Éléonore ne répondit pas. Elle ne pleura même pas. Elle se contenta de fixer le sol de marbre et pensa « Alors c'est ça. C'est ainsi que mon histoire commence à être effacée. » Et en cet instant silencieux, tout commença à s'effondrer. Cette nuit-là, Éléonore ne put dormir. Assise au bord du lit, sa robe encore partiellement défaite, elle fixait son reflet dans le miroir, comme si elle cherchait des réponses en elle-même. Elle touchait son visage rond, ses yeux sombres, la courbe de ses épaules qu'on essayait toujours de cacher sous de lourds tissus. Qu'y avait-il de si mal chez elle? Pendant des années, elle endura le silence de la maison, croyant qu'un jour, elle gagnerait l'approbation de son père. Que peut-être si elle était assez bonne, assez discrète, assez mince, il la verrait comme une fille, pas comme une honte. Mais maintenant, elle comprit.
Rien de tout cela n'importait. On ne la mariait pas. On la mettait au rebut. Le lendemain, elle essaya de parler. Elle se rendit au bureau du sénateur, les papiers éparpillés sur le bureau, le cendrier encore chaud de fumée, l'odeur de cuir et de tabac dans l'air. « Père, commença-t-elle, la voix tremblante. « S'il vous plaît, écoutez-moi un instant. » Il ne leva même pas les yeux. « C'est déjà décidé, Éléonore. Mais je ne suis pas un objet à donner. Je suis votre fille. » « Fille ?» Il leva les yeux, froid. « Une fille qui m'embarrasse en public ? Qui fait fuir les prétendants, qui salit le nom de famille par son excentricité. » Assez. Elle eut l'impression d'avoir été giflée, bien qu'il ne l'ait pas touchée. « Mathieu est un homme d'honneur, » dit son père. « Il a sauvé une vie noble. La couronne l'a libéré et a demandé une récompense digne. Nous lui donnerons ce que nous avons de plus superflu. » Éléonore recula de 2 pas, comme si le sol avait disparu sous ses pieds. « Alors je suis votre punition, alors ?» Le sénateur retourna simplement à ses papiers. Dès lors, tout lui sembla un mauvais rêve. La calèche vint la chercher en fin d'après-midi. Pas de domestique, pas d'adieu, pas de main tendue, pas de larmes. Seulement le bruit des roues sur la terre sèche et le ciel qui s'obscurcissait lentement. Quelques heures plus tard, ils arrivèrent au sommet émeraude, une clairière entourée de montagnes où la maison était bâtie en pierre ancienne avec un toit en bois et de petites fenêtres. Et à la porte, appuyé dans l'ombre, se tenait Mathieu, grand, larges épaules, un visage grave, comme celui de quelqu'un qui a trop vu, les bras croisés, les yeux fixés sur elle. Éléonore descendit de la calèche, le cœur battant. Elle s'attendait au mépris. Elle s'attendait à la moquerie, elle s'attendait à ce qu'il la traite comme le monde l'avait toujours traitée. Mais Mathieu se contenta de la regarder en silence et dit « Bienvenue ». Il ne sourit pas, il ne se moqua pas, il ne détourna pas le regard, et pour une raison, cela la déstabilisa encore plus. La première nuit au sommet émeraude fut remplie de silence. Éléonore ne retira pas sa robe. Elle s'assit sur le lit étroit que Mathieu avait préparé et y resta immobile. L'odeur du bois, des herbes séchées suspendues au plafond, du foin sous le matelas. Tout était étrange, incompréhensible. Dehors, elle entendait les pas de Mathieu, réguliers, mais sans hâte. Il allumait le feu, préparait quelque chose dans une marmite, puis ramassait du bois, comme si chaque geste avait été répété 1000 fois. Il vivait là avant elle. Et il continuerait à vivre, même si elle s'éteignait. Aux premières heures du matin, Éléonore se réveilla avec une oppression thoracique. Un cri lui resta coincé dans la gorge. Le monde entier semblait trop lointain, et elle, petite, ridiculement seule. Elle ne savait pas ce qui faisait le plus mal, l'humiliation, ou le fait que Mathieu ne la traitait pas comme une punition. Cela la troublait, cela la mettait en rage. Cela la blessait. Le lendemain matin, elle refusa la nourriture qu'il laissa sur la table, du pain, du thé et des racines cuites. Elle se contenta de détourner la tête. Mathieu n'insista pas. Il se contenta de débarrasser les assiettes, de les laver et de reprendre son travail. Les jours passèrent. Le silence grandissait comme du lierre dans les coins de la maison. Jusqu'à une nuit, sans crier gare, elle se leva du lit et sortit par la porte de derrière. Elle ne savait pas où elle allait. Elle savait juste qu'elle devait partir, fuir quelque chose qu'elle ne comprenait toujours pas. Peut-être était-ce lui, peut-être était-ce d'elle-même. Elle marcha à travers les broussailles, trébuchant sur les branches, salissant sa robe, mouillant ses pieds dans la rosée froide. Le ciel pesait sur elle, et les bruits de la forêt semblaient lui murmurer des choses qu'elle ne voulait pas entendre. C'est alors qu'elle glissa. Une branche céda, sa cheville se tordit. Son corps tomba. Le bruit de l'impact fut sourd. Sa tête heurta une pierre. Le monde tourbillonna. Tout devint noir. Elle se réveilla le visage humide, un linge chaud sur son front. Quelqu'un la portait dans ses bras, des bras forts, une poitrine ferme, un rythme régulier de respiration. C'était Mathieu. Il ne dit rien. Il marcha simplement d'un pas régulier. Ses yeux étaient plissés, sa mâchoire serrée. Et pourtant, il y avait une chaleur dans ce geste, une attention impossible à ignorer.
Il la déposa doucement sur le lit, la couvrit d'une épaisse couverture, apporta de l'eau, du miel et des racines pilées. « Ne pourquoi ?» murmura-t-elle, la voix étranglée. Mathieu la regarda longuement avant de dire « Parce que tu es ici, et personne ne mérite de mourir de froid et de douleur quand quelqu'un peut offrir un abri. » Cette nuit-là, Éléonore rêva de son enfance, de sa mère lui peignant les cheveux, du jardin où elle courait. Elle se réveilla en sueur. Mathieu dormait, assis près de la porte, les yeux à moitié ouverts, comme quelqu'un qui ne fait confiance même pas à son propre sommeil. Les jours suivants, la fièvre vint, très forte, elle délirait, appelait des noms qu'elle ne se souvenait même pas connaître. Mathieu changeait les linges, réchauffait les soupes, murmurait des mots dans une langue ancienne qu'elle ne comprenait pas. Un matin, elle se réveilla et trouva une petite sculpture en bois sur la table. C'était une femme aux bras ouverts, les yeux fermés, et à la base, gravé à la pointe d'un couteau, on lisait « Rien de ce qui pousse entier ne commence petit ». Elle tint cette pièce pendant des minutes, puis pendant des heures, et puis elle pleura, pas de douleur, mais de quelque chose de nouveau, d'être soignée, sans être jugée, vue, sans être négociée, d'être vivante, et de ne pas être traitée comme un trophée, ni comme des déchets, ni comme une dette. Ce fut là, entre les murs froids de la cabane et la chaleur improbable des mains de Mathieu, qu'Éléonore commença à se briser de l'intérieur. Mais parfois, il faut se briser pour vraiment commencer à exister. As-tu déjà dû cacher ta douleur parce que tu pensais que personne ne s'en soucierait? Ou pire, t'es-tu déjà senti coupable d'être traité avec gentillesse, comme si tu ne le méritais pas? Si une partie de cette histoire t'a aussi serré la poitrine, commente un « oui » ci-dessous, juste pour que je sache que tu le ressens avec moi. Éléonore se réveilla au doux sifflement de la bouilloire. L'arôme de feuilles séchées et de pain cuit remplissait l'air du matin. Il y avait encore de la douleur dans son corps, mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus la douleur de l'humiliation. C'était autre chose. Une étrange légèreté, comme si son âme, en silence, avait pris sa première inspiration profonde. Elle se leva lentement. Sa robe était maintenant simple, en coton léger, laissée par Mathieu sur la chaise. Pas de ruban, pas de lacets serrés. Elle s'habilla avec soin. Elle s'observa dans le petit miroir mural. Elle était toujours la même, grande, intense, impossible à ignorer. Mais, pour la première fois, elle ne ressentit aucune honte, seulement de la curiosité. Dans le salon, elle trouva une note glissée parmi les herbes suspendues. Ici, personne n'a besoin de s'intégrer. Il suffit d'être. C'était l'écriture de Mathieu, rustique, ferme, vrai. Elle resta là, tenant le papier entre ses doigts tremblants. Ce n'était pas de la poésie, c'était une permission. Et cela la toucha plus que n'importe quelle fleur, n'importe quel bijou, n'importe quelle excuse qu'elle n'avait jamais reçue. Cet après-midi-là, elle s'assit à la porte de la maison et écouta Mathieu siffler pendant qu'il coupait du bois. La mélodie était inconnue, mais envoûtante. Éléonore ferma les yeux et, presque sans s'en rendre compte, commença à accompagner le rythme d'un léger balancement de ses pieds. Pour la première fois, elle ne voulait plus échapper au silence, elle voulait le remplir. Quelques jours plus tard, elle trouva une vieille guitare appuyée derrière un tas de paniers. Elle était désaccordée, poussiéreuse. Mathieu la vit tenir l'instrument avec soin. « Tu joues » demanda-t-il. « Un peu » répondit-elle, surprise d'avoir retrouvé sa voix. « Alors, joue » Elle hésita. Puis, elle gratta quelques accords timides. Mathieu ne dit rien. Il continua simplement à couper du bois. Mais ses mouvements suivaient le rythme de la musique. C'était subtil, mais c'était une réponse. Et c'était suffisant. Cette nuit-là, Éléonore ne rêva pas de douleur, ni de son père, ni de palais qui la souhaitait invisible. Elle rêva de terre humide, de racines qui poussaient, et de deux mains, l'une sombre, l'autre claire, plantant ensemble la première graine. Le temps, au sommet, commença à s'étirer. Les matins venaient lentement, avec le brouillard sur les collines et le chant des oiseaux qui brisaient le silence. Éléonore, autrefois si recluse, se levait maintenant tôt.
Elle apprit à allumer le feu, à laver les vêtements dans la rivière, à cueillir la menthe du bout des doigts pour ne pas abîmer les feuilles. Mathieu l'observait de loin. Il n'interférait pas, mais il ne l'évitait pas non plus. Il y avait une douceur inattendue chez cet homme de peu de mots, une sorte de force qui n'avait pas besoin de s'imposer. « Tu as l'air différente », dit-il un matin, la voyant balayer le porche avec habileté. « Comment ça ? Moins comme quelqu'un qui s'excuse d'exister. » Elle ne répondit pas, mais elle sourit intérieurement. Ils commencèrent à travailler côte à côte. Les jours ensoleillés, ils préparaient des piquets pour agrandir le poulailler. Les jours de pluie, ils organisaient des paniers et des tissus dans la grange. Éléonore écoutait des histoires racontées par fragments, sur la forêt, sur son temps de servitude, sur la grand-mère de Mathieu qui savait lire le ciel grâce aux pierres au sol. Un après-midi doux et venteux, il lui apporta une branche de fleurs blanches cueillies au sommet du sentier. « Elles sont fragiles, dit-il en les posant sur la table. Elles ne poussent que là où le sol est difficile. » Elle ne savait pas s'il parlait des fleurs ou d'elle. Cette nuit-là, Mathieu prépara du canjica au lait de coco. Éléonore le regarda remuer lentement la marmite. L'odeur douce et chaude emplit la maison. « Pourquoi ne me demandes-tu jamais pourquoi je suis ici ?» lâcha-t-elle soudain. Mathieu ne leva pas les yeux. « Parce que tu es là. La raison ne change pas le fait. » Pour la première fois, elle comprit ce qu'il voulait dire. Ici, le passé n'était pas une excuse, ni une condamnation. C'était juste le chemin qui l'avait mené ici. Mais tous les jours n'étaient pas faciles. Il y avait des matins où Éléonore se réveillait et se regardait dans le miroir, avec la même vieille haine de soi, ou entendait, dans le silence de la maison, des échos de rire cruels du passé. Parfois, le simple fait de voir le mouchoir brodé des initiales de la famille Dubois suffisait à faire disparaître le sol sous ses pieds. Un jour, alors qu'elle ramassait les vêtements sur la corde à linge, elle vit Mathieu la regarder. Il semblait plus grave que d'habitude. « Qu'y a-t-il ?»« Rien, juste. Parfois j'oublie que tu es la fille de cet homme. » Elle sentit son sang se glacer. Non pas parce que Mathieu avait tort, mais parce qu'elle-même l'oubliait aussi. Et quand elle s'en souvenait, ça faisait mal. « Me voyez-vous comme l'ombre de ce qu'il a fait ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Mathieu ne répondit pas immédiatement. Il regarda simplement le sol, comme s'il cherchait des mots dans la terre. « Quand tu es arrivé, oui. Mais ensuite, j'ai commencé à voir autre chose. Mais parfois je crois que je me berce d'illusions, qu'un jour tu te rendras compte d'où tu es et que tu partiras. » La phrase resta suspendue dans l'air, lourde, crue. Éléonore détourna le visage. Elle sentit sa gorge se serrer. « J'ai peur aussi, » avoua-t-elle. « Peur d'aimer trop, de croire que c'est un endroit sûr et de découvrir que je suis toujours une punition. » Mathieu la regarda. Vraiment. Pour la première fois, il y avait de la douleur dans ses yeux. « Tu n'es pas une punition, Éléonore. Tu ne le sais pas encore. » Elle voulait le croire. Elle le voulait tellement. Mais la blessure était trop profonde. Cette nuit-là, ils dînèrent en silence. Le feu crépitait dans le poêle, et les couverts tintaient contre les assiettes comme des cloches tristes. Chacun prisonnier de ses propres souvenirs, de ses propres fantômes. Quand Éléonore s'allongea, elle serra fort l'oreiller. Son cœur battait, mais ce n'était pas la peur de l'autre, c'était la peur d'elle-même. Mais alors, le son du vent changea, et avec lui, un bruit qui allait tout bouleverser, le cliquetis pressé de chevaux approchant par le sentier. La poussière s'éleva en spirale sèche, tandis que la calèche s'arrêtait devant la maison de pierre. Les sabots des chevaux battaient encore le sol quand Éléonore sut déjà qui était venu. Elle le sentait, dans son corps, dans son sang. Mathieu apparut à la porte, couvert de terre, la houe encore à la main. Ses yeux se plissèrent en voyant le blason peint sur le flanc de la calèche. L'aigle Dubois. Le sénateur Dubois descendit lentement, vêtu de noir, comme s'il assistait à des funérailles, et peut-être en était-ce une. Ses yeux scrutèrent les environs avec dégoût. Ils se fixèrent sur Mathieu avec un mélange de répulsion et de défi. Puis ils trouvèrent Éléonore debout en haut des marches, les mains fermes sur les côtés de sa simple robe. « Tu as l'air plus petite, dit-il avec dédain, si recroquevillée
que je t'ai à peine reconnu. » Elle descendit d'un pas. « Je n'ai pas rapetissé, père. J'ai juste cessé de tenir dans l'endroit que vous m'avez donné. » Il l'ignora. « Je suis venu te chercher. » Cela, il désigna la maison. « Mathieu, tout est terminé. Tu déshonores notre nom. »« Notre nom était déjà déshonoré quand vous m'avez traité comme un paiement, » répondit Éléonore, sans hésitation. Le sénateur s'agita, sa voix plus forte maintenant. « Tu es ma fille. Tu rentreras à la maison. Tu épouseras qui je dirai. Cet endroit était une erreur, » dit-il, désignant Mathieu comme s'il était de la poussière. Mathieu resta silencieux, mais fit un pas en avant, ses muscles tendus, ses yeux alertes, mais pas de peur, de préparation. « Je ne reviendrai pas, » dit Éléonore, « et je ne vous laisserai pas le traiter comme une ombre. C'est un serviteur sous contrat. Il était un serviteur sous contrat, mais il a toujours été plus un homme que vous. » L'air se figea. Le sénateur leva la main vers son visage, comme s'il menaçait de gifler. Mais il s'arrêta à mi-geste, peut-être à cause du regard de Mathieu, peut-être parce que, au fond, il savait que rien de ce qu'il dirait ne pourrait changer ce qu'elle était devenue. Éléonore leva le menton. « Savez-vous, ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas d'avoir été donné, c'est le fait que vous n'avez jamais essayé de me connaître. Mathieu ne m'a pas touché pendant des mois, mais il m'a vu le premier jour. » Le sénateur ricana. « Tu le regretteras. Tu reviendras en pleurant. » Éléonore sourit calmement. « J'ai pleuré toute ma vie. Pour la première fois, j'apprends à respirer. » Silence. Mathieu lui prit la main. Non avec possession, avec respect, avec présence. Le sénateur se retourna humilié et remonta dans la calèche. Tandis que les roues s'éloignaient en grondant le long du sentier, Éléonore sentit son corps trembler. Non de peur, mais de libération, de soulagement. Elle regarda Mathieu. Il était toujours là. Comme toujours, sur le porche, les fleurs fragiles qu'il avait cueillies des semaines auparavant étaient toujours vivantes, même après la sécheresse. Elle comprit le message. Et pour la première fois, ce n'était pas le monde qui la choisissait. C'était elle qui choisissait le monde qu'elle voulait construire. Des mois passèrent depuis le jour où Éléonore dit non à son père. Depuis, le monde n'avait pas changé. Mais elle, oui. Le domaine du sommet émeraude affichait maintenant un jardin plus grand, des bancs en bois à l'ombre des figuiers, et une corde à linge où dansaient des vêtements de diverses couleurs, tous faits à la main par des femmes venues de loin. Certaines s'étaient échappées, d'autres avaient été chassées, toutes cherchant un lopin de terre où elles pourraient simplement exister. Éléonore organisait les tâches avec calme. Elle se levait tôt, préparait du thé à la cannelle et à l'hibiscus et s'asseyait sur le porche pour écrire dans son vieux journal de poésie, aux pages jaunies désormais, mais toujours avec de la place pour de nouveaux mots. Elle ne portait plus les robes serrées de la famille Dubois. Ses vêtements étaient maintenant légers, confortables. Son corps, toujours le même, n'était plus un problème. C'était un foyer. C'était un pont. C'était une force tranquille. Mathieu resta à ses côtés, non comme un sauveur, mais comme un partenaire. Ils cuisinaient ensemble, plantaient ensemble, trouvaient le silence ensemble. La nuit, parfois, ils dansaient sans musique, guidés seulement par le son des grillons et leur propre rire. Et ce fut l'une de ces nuits que Léna, une orpheline recueillie au refuge, s'approcha lentement. Elle s'assit près d'Éléonore, posa sa tête sur son épaule et demanda « Puis-je t'appeler maman ?» Éléonore ne répondit pas tout de suite. Elle passa ses doigts dans les cheveux de la fillette et sentit un nœud se serrer dans sa poitrine. « Oui, tu peux. » Léna sourit et courut montrer aux autres enfants le cahier de dessin qu'elle avait elle-même réalisé. L'un d'eux représentait 3 personnages se tenant par la main. Une grande femme en robe jaune, un homme à la peau sombre, avec un sourire contenu, et une fillette aux tresses. C'était une famille. Plus tard, Éléonore se rendit au ruisseau, seule. Elle toucha l'eau avec ses pieds, respira profondément. Le ciel était clair, pas de fumée, pas de cris, pas d'ordre. Pour la première fois, elle se sentit entière. Non pas parce que le monde l'approuvait, mais parce qu'elle s'était acceptée elle-même. Là, dans ce lieu où elle avait été laissée comme une punition, elle s'épanouissait désormais comme un choix. Et la paix qu'elle ressentait n'était pas bruyante. Elle était profonde. Elle était sienne.
Éléonore apprit avec le temps que les blessures les plus difficiles à guérir ne sont pas celles qui sont visibles, ce sont celles que le silence porte. Pendant des années, elle pensa que le problème venait de son corps, de sa présence, d'être trop pour le monde. Mais ce n'était pas elle qui débordait. C'était le monde qui offrait des contenants trop petits. Être livrée comme punition fut la douleur la plus profonde qu'elle n'ait jamais ressentie. Mais ce fut aussi la porte vers quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé, le véritable amour. Pas celui qui commence par des promesses vides ou des apparences, mais celui qui naît dans le soin, dans l'écoute, dans la présence silencieuse. Matthieu ne la sauva pas, mais il ne la blessa pas non plus. Il la vit, et cela fut plus puissant que n'importe quel vœu d'amour. Au domaine du sommet émeraude, Éléonore a créé quelque chose de plus grand qu'une nouvelle vie. Elle a créé une nouvelle valeur pour elle-même. Elle n'était plus la fille de personne, elle était la mère d'un refuge, la racine d'un lieu où d'autres femmes pourraient aussi renaître. Et c'est peut-être la plus belle chose de toutes. Quand quelqu'un nous traite avec suffisamment de respect, nous cessons de vouloir disparaître et commençons à fleurir. Et maintenant, en te regardant, toi qui es resté avec moi jusqu'à la fin, t'es-tu déjà senti comme Éléonore, comme si tu étais constamment mesuré par un standard que tu ne pourrais jamais atteindre? Si cette histoire a remué quelque chose en toi, si tu t'es déjà senti invisible, inadéquat ou traité comme une punition, respire profondément et souviens-toi, tu n'es pas un fardeau, tu es une graine, et parfois, tout ce dont une graine a besoin, c'est du bon endroit pour pousser. Si cette histoire t'a ému de quelque manière, laisse ton like ici. Cela montre que cela vaut la peine de continuer à raconter de telles histoires. Dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu regardes. Sérieusement. Je les lis tous et je tiens à répondre à ceux qui partagent ce moment avec moi. Et si tu crois au pouvoir transformateur des histoires vraies et émotionnelles, abonne-toi à la chaîne. Chaque nouvel abonnement me donne la force de poursuivre cette mission. Et ce voyage ne fait que commencer. Ne pars pas encore. Choisis l'une des deux histoires qui apparaissent maintenant à l'écran et continue avec moi dans la prochaine vidéo.